Voilà, l'enregistrement a commencé, il est 10h04, on est pile dans les temps. Je vais donc laisser Geneviève Herbe se présenter dans un temps très très court du coup et commencer sa présentation qui est censée durer jusqu'à 10h20. Et après, on aura le temps de questions-réponses. Juste avant, Geneviève, excuse-moi, tous les toutes les personnes qui n'ont pas de son, je ne sais pas quoi vous dire, ça doit correspondre à vos ordinateurs ou à votre Zoom, Juste si je puis me permettre, bien sûr. bonjour à tous. Moi, j'avais un problème de son à l'instant quand j'étais sur l'interface en ligne de Zoom et en passant par le logiciel, j'ai retrouvé le son. Je ne sais pas Oh, si ça peut aider. peut-être. Merci, Julie. Bon, eh ben Geneviève, du coup, à toi la parole. Je coupe mon micro et ma caméra. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Ok, super. Donc, je m'appelle Geneviève Herbe, je travaille dans le réseau des médiathèques de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg et je vais essayer de faire un partage d'écran. J'espère que ça va aller, puisque c'est Fanny qui était sollicitée pour le faire. Tac. Voilà. Est-ce que là, tout le monde voit l'écran? Oui, c'est bon, on voit ton écran normalement. Ok, super. Alors, donc, je suis bibliothécaire, je ne suis pas juriste, mais j'ai eu l'occasion de faire partie de plusieurs groupes de travail autour des marchés publics, notamment d'acquisition de documents. Et par ailleurs, il y a une forte ambition de la collectivité dans le domaine des achats durables. Donc, j'espère pouvoir vous donner quelques billes introductives avant les deux autres interventions. Alors, en matière de développement durable, de quoi est-ce qu'on parle là? Donc, il s'agit d'un développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, vous voyez, il y a 5 finalités globalement autour d'enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Il y a un peu beaucoup de texte dans mes diapos, je ne vais pas les lire là, mais vous aurez l'occasion d'y revenir grâce à l'enregistrement, hein. Donc, vous le savez aussi sans doute, 17 objectifs de développement durable ont été adoptés à l'unanimité par les 193 pays des Nations unies en 2015. On y retrouve les piliers sociaux, environnementaux et économiques. Heu, les 193 pays se sont engagés à les mettre en œuvre de façon interdépendante puisqu'ils sont intrinsèquement liés. On ne peut pas avancer sur l'un en laissant complètement un autre de côté. L'objectif, c'est donc de les mettre en œuvre de façon intégrale avec la même ambition et chaque pays s'adapte évidemment en fonction de sa propre situation. Les différents pays sont amenés à rendre compte annuellement de leur progression vers l'atteinte de ces objectifs-là. En ce qui concerne la France, elle a intégré ces objectifs dans son agenda 2030 et sur le site que vous avez là en lien, vous pouvez visualiser sous forme de rosace l'évolution de l'avancée vers l'atteinte de ces objectifs. Donc, par exemple, vous avez là, ça correspond à l'objectif 1, le 2, le 3, et à côté, vous avez le, comment dire, l'intitulé de l'objectif. Donc, vous voyez par exemple que le 4, en matière d'éducation, on est plutôt euh, bien proche de l'objectif. Et cette rosace vous permet également, en cliquant dessus, de voir quels sont les indicateurs qui sont pris en compte et surtout quelle est la tendance. Est-ce qu'on s'approche ou on s'éloigne de l'objectif? Est-ce que ce mouvement est à la marge ou important? Alors, l'achat de politique publique durable, on y arrive, il prend en compte évidemment ces objectifs-là, sociaux, environnementaux et économiques. Mais en plus, il veille à tenir compte de l'intérêt de toutes les parties prenantes. Donc, il ne s'agit pas d'écraser le fournisseur ou le prestataire de service. Il a également pour objectif d'aller au plus près du besoin. Donc, même avant l'achat, on s'interroge, est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter? Est-ce qu'on a besoin d'acheter du neuf? Etc., hein.
On veille aussi évidemment à la sobriété énergétique et de ressources. Et le marché durable intègre toutes les étapes de la vie du produit, depuis sa fabrication jusqu'à son transport, son utilisation et sa fin de vie. Est-ce qu'il va être recyclable ou non? Alors l'achat public, quel rôle il a joué là-dedans? Eh ben, il a un rôle super important puisque la commande publique en France, c'est 15 à 20 du produit intérieur brut. Donc c'est une façon non seulement de traduire des engagements politiques, de les mettre en œuvre dans nos marchés, mais ça a aussi une fonction d'exemplarité, l'expression de conviction et ça va inciter de plus en plus d'entreprises à veiller à tenir compte de cette demande-là. Ça va jusqu'à présent? J'espère que je vais pas trop vite. Alors, il y a 2 lois qui sont importantes à connaître pour nous. C'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire, qu'on appelle souvent la loi AGEC. La loi AGEC, vous la connaissez déjà parce que c'est celle, par exemple, par laquelle ont été interdits les plastiques à usage unique. Donc la fin des gobelets, la fin de la vaisselle jetable au McDo, etc. Alors, j'entends quelque chose. Il y a quelqu'un qui a un micro allumé. Ouais, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pas la main. Normalement, j'ai la main pour éteindre les micros. Donc, Pamela, si tu arrives à éteindre les micros des participants, est-ce que tu peux le faire? Ou sinon, Maxime, est-ce que tu peux éteindre ton micro, s'il te plaît? Non, je peux pas parce que j'ai pas la main en fait. Ben, moi non plus, j'ai pas la main. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Maxime Millet, si tu nous entends, peux-tu éteindre ton micro, s'il te plaît? Voilà, parce que c'est vrai que ça gêne, du coup, Oui. tous les bruits. Voilà, je crois que c'est bon. C'est bon. C'est bon, Geneviève, tu peux recommencer. Merci. Désolée, merci. Merci beaucoup. Donc, j'en étais à la loi AGEC, que vous connaissez par l'interdiction du plastique à usage unique. Dans cette loi-là, il y a un article qui concerne plus spécifiquement l'État et les collectivités territoriales. Il concerne les marchés de fourniture et il nous impose l'achat de produits issus du réemploi, de la réutilisation, pardon, ou du recyclage. Donc sur la droite de la slide, vous voyez un petit peu la différence parce qu'elle elle est pas facile quand on entend ça. Donc le réemploi, ce sont pas des déchets et c'est des objets qu'on réutilise à l'identique. Par exemple, du mobilier de bureau que vous allez acheter à Emmaüs. C'était une table chez Emmaüs, vous l'achetez, ça reste une table. C'est vous réemployez le matériel. La réutilisation, c'était des déchets qui ont été retravaillés, réparés, nettoyés, contrôlés, tout ça, de façon à ce qu'on puisse à nouveau les mettre en service. C'est par exemple des téléphones reconditionnés. Ils fonctionnaient plus, ils sont réparés, on peut les réutiliser. Le recyclage, quant à lui, ce sont des déchets qu'on transforme, soit pour revenir à leur état d'origine, soit pour qu'ils deviennent un autre produit. Par exemple, du papier, on le recycle, ça devient du papier recyclé. Des bouteilles en plastique, on les recycle, ça peut devenir un pull ou un objet quelconque. Donc voilà la différence entre réemploi, réutilisation et recyclage. Donc, j'en reviens à la loi AGEC. Elle impose l'achat de produits réemployés, réutilisés ou recyclés dans des proportions qui sont exprimées en pourcentage par type de produit. Donc là, par exemple, vous avez le décret d'application, vous avez les produits, le pourcentage issu du réemploi, de la réutilisation et ou des matières recyclées et celles qui sont que du réemploi ou de la réutilisation. Donc concrètement, sur la ligne 8, le papier d'impression, vous devez acheter au moins 40 de papier qui vient soit du réemploi, soit de la réutilisation, soit du recyclage et aucun qui vienne sans recyclage. C'est un peu normal parce qu'on peut acheter du papier recyclé, 40 mais par contre du papier réemployé ou réutilisé, ça fait pas sens, hein. On va pas acheter du papier, déjà utilisé. Et donc là, je vous ai juste mis un exemple
d'un marché passé par la ville de Strasbourg qui a acheté du mobilier en réemploi auprès de 3 structures, donc Emmaüs, la Banque de l'Objet et Envie, dans le cadre de l'aménagement d'une pépinière d'entreprise dans le quartier de Strasbourg-Haute-Pierre. Donc, en matière de prix, c'était pas une économie très importante, c'était de l'ordre de 12 je crois, parce qu'au prix d'achat s'ajoute évidemment la remise en état et surtout on a fait appel à, une architecte, d'intérieur de façon à ce que ce soit aménagé, de façon, la plus, conviviale et harmonieuse, possible. Mais c'est quand même un geste fort, heu, en termes de critères social de marché. Une autre loi importante, c'est la loi climat et résilience, qui, obligera à partir de 2026 à introduire des considérations environnementales dès la définition du besoin. Heu et aussi un critère d'attribution, sur la base de critères, environnementaux. Donc on ne pourra plus attribuer de marché au moins-disant en tenant compte uniquement du critère de prix. Il faudra également, tenir compte de, pardon, tenir compte de l'aspect, environnemental. Cette même loi, oblige également les collectivités qui, effectuent des achats importants à, faire évoluer leur SPASER, c'est-à-dire le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Alors qu'est-ce que c'est ce truc? Ça avait été créé en 2014, heu, pour orienter des achats publics vers, une évolution socialement responsable. Ça a été étendu à l'environnement et en 2023, ça devient obligatoire pour toutes les collectivités qui effectuent des achats supérieurs à 50 millions d'euros au lieu de 100 millions. Et concrètement, le SPASER, il doit comporter des indicateurs et dire: «Ben, cette année, la collectivité va acheter tant et tant, va acheter pour un budget de tant et tant, heu, avec, des clauses sociales ou écologiquement responsables». Ou bien nos marchés, vont comporter, tant et tant de pourcents de produits, issus, de pardon, comportant des labels, écologiques ou des choses comme ça, hein. Et l'acheteur doit évidemment préciser les cibles qu'il souhaite atteindre, hein, puisque en dehors de, ce qu'on a vu tout à l'heure, les pourcentages obligatoires, chaque collectivité peut, évidemment avoir l'ambition d'aller au-delà. Pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ces 2 lois, la loi AGEC et la loi climat et résilience, il y a un plan national pour les achats durables, qui a été mis en œuvre en 2022 et qui va jusqu'en 2025 et celui-ci, il a 2 objectifs: 100 de contrats avec au moins une considération environnementale, alors qu'en 2019, on était à 15 donc vous voyez que c'est une ambition forte et en 2025, 30 de contrats avec une considération sociale, alors qu'on était à 12 en 2019. Donc là, je reviens un petit peu sur la notion de clause et de critères dans les marchés publics. Ce sont 2 choses totalement différentes. Une clause, c'est une exigence qui est insérée dans le cahier des charges. Donc par exemple, votre marché, est défini comme étant la fourniture de, tote bag, donc de sacs en tissu en coton bio. Donc c'est une clause du marché. Si une entreprise répond en vous proposant des sacs qui ne sont pas bio, il ne répond pas aux clauses du marché, l'offre elle est écartée, on n'a même pas besoin de lire le reste, hein. Quand il s'agit d'un critère, c'est quelque chose qui va peser dans l'évaluation de l'offre. Par exemple, vous allez demander un écolabel pour les produits de nettoyage. Par exemple, dans le cadre du marché nettoyage de votre médiathèque, vous allez mettre en critère, est-ce que vous allez utiliser, des produits écolabellisés? Vous allez pondérer la réponse en en fonction de votre souhait. Par exemple, l'entreprise va répondre oui, non
et vous allez attribuer les points là-dessus. Par exemple, c'est une question qui vaut 10 points. Le critère écolabel n'est pas rempli par l'entreprise, elle a 0. Elle vous dit qu'elle utilise des produits avec des écolabels, elle va avoir 10. Vous pouvez pondérer en demandant de quel label il s'agit et en fonction de celui-ci, si c'est un label moyen, vous allez lui donner 5 et si c'est le top du label, vous allez lui donner la totalité des points de la question sur 10. Donc ça, c'est un critère, ça vous permet de noter. Alors que la clause, vous l'avez compris, ça vous permet vraiment d'imposer. Geneviève, excuse-moi, je profite de la fin de cette slide pour dire qu'il te reste normalement plus qu'une minute. D'accord, ok. Donc, j'avance très vite. Donc, pour savoir quel est le cadre légal de votre marché, vous avez un site internet que je vous ai encadré en rouge. Vous mettez pour qui vous travaillez et quel est l'objet de votre achat et il va vous dérouler en dessous le cadre légal qui s'applique. Vous pouvez aussi réserver un marché totalement à l'insertion ou intégrer des clauses sociales à votre marché. Par exemple, dans nos médiathèques, le marché de nettoyage, c'est un marché réservé à un public d'insertion. Ou un marché d'équipement, on externalise la plastification des documents par le biais d'un marché réservé. Voilà, je ne vais pas passer sur le reste. Donc, comme je vous l'ai dit, la ville de Strasbourg est très attentive à tout ça. Donc, vous allez pouvoir retrouver sur le site de la ville plein d'informations sur l'achat public responsable avec les exemples du Spaser de Strasbourg, par exemple, les indicateurs, etc. Et pour terminer, si je vous ai complètement perdu parce que ça fait trop, je vous invite à découvrir ce jeu qui a été mis en place par des acteurs du Grand Est et qui vous permettra sous forme ludique de vous initier aux achats durables. Voilà, donc j'espère être pile poil dans les temps. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir perdu trop de monde et je crois que je vais céder la parole à Nola. Alors, merci beaucoup Geneviève, c'est pile poil dans les temps, il est 21, tout va bien. Donc là, c'est le moment des questions-réponses. Donc n'hésitez pas dans le chat peut-être, parce que bon, vous pouvez toujours allumer vos micros et vos caméras, mais ça peut éventuellement faire du bruit. C'est pareil, je ne sais pas si on m'entend et si on me voit, mais oui, apparemment. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et très clair. Et ce petit jeu, à la fin, effectivement, a l'air très, très cool. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poser dans le chat. Alors, je vois, alors, il y a quelqu'un. Est-ce possible de remettre le lien pour déterminer le cadre de marché? Est-ce que, Geneviève, tu peux le mettre dans le chat? Et oui, il y aura accès a posteriori au support PowerPoint des intervenants. Ouais. Si jamais la technique ne marche plus du tout, c'est limite la seule chose que vous aurez. Oui, je vais remettre le lien. Merci. Et après, tout ce qui est lien, on a aussi normalement un document partagé dans lequel on met tous les liens effectivement intéressants et utiles qui ont été partagés pendant les webinaires, même les webinaires précédents du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne vois pas forcément si vous levez la main. Alors, Geneviève, est-ce que tu vois les questions dans le chat? Sinon, Charline demande Le si jeu est-il payant? Voilà. Non, il est pas payant et en fait, on peut l'emprunter pendant 15 jours, je crois. Je vous invite à aller voir. Hein. J'ai pas eu l'occasion de le tester, donc je serais très intéressée par vos retours si jamais il y a des joueurs parmi vous. Moi, je suis très joueuse et comme j'y connais rien à tout ça, ça peut être l'occasion vraiment de faire ça. D'ailleurs, question, c'est un jeu qui se joue à combien ça il faut être combien pour que ce 4 soit à efficace? 6. Combien, pardon? 4 à 6 joueurs. D'accord, 4 à 6 joueurs, ok. Est-ce qu'on peut l'emprunter à distance? Demande Charline. Oh là là, alors je ne saurais pas vous dire. Je vous invite vraiment à regarder sur le site internet pour avoir plus d'infos. Ou à venir jouer en Alsace. Allez, soyons fous. Alors, si jamais il n'y a pas d'autres questions, j'attends quand même encore de voir. Ça veut dire que c'était très clair, donc bravo Geneviève. Ou que j'ai perdu tout le monde. Dans ces cas-là, je vais essayer. Ah, j'ai plus accès au sondage. Mince. J'avais accès au sondage tout à l'heure. On fait normalement des sondages.
Oui, Euh, excusez-moi, j'ai envoyé une question. Je ne sais pas si vous pouvez la lire. Alors, tac, tac, tac. j'ai tout perdu, moi, là, désolée. Hop. Alors, j'ai des questions sur le jeu. Non, avant. Il y a pas. Est-il possible de remettre le lien? Pouvez-vous éteindre vos micros? Moi, je vois pas la question dans le chat. Bon, alors je peux la poser à l'oral. Bien sûr, bien Oui, sûr. bien sûr. Je voulais savoir en fait quelles étaient les contraintes en termes d'usage de mobilier recyclé, par exemple, si on effectivement on achète un meuble chez Emmaüs, qu'on souhaite, enfin qu'on fait recycler, et le comportement du bois par rapport au feu. Voilà, s'il y a des contraintes en matière de sécurité. Ensuite, vu qu'on est dans l'espace public avec effectivement des normes particulières, quoi, d'accueil de public, etc. Oui, effectivement, les normes de sécurité habituelles s'appliquent. Mm. Donc, comment on peut savoir ça? Enfin, comment on peut le Normalement, sur le les valider? matériaux, vous avez la classe feu qui est indiquée. Ouais. En ce qui concerne le bois, je pense pas qu'il y ait. Alors là, Ouais, ouais, vous me posez un peu une colle, ouais. mais Bah, en fait, peut-être que le fait de passer par des architectes, ça permet de valider en fait peut-être que c'est un des critères qui est pris en compte par eux dans le recyclage du mobilier, du coup. oui, ou poser la question à votre responsable unique de sécurité au niveau Mm, du bâtiment, hein. Normalement, il oui. saura vous renseigner parce qu'il y a aussi un Mm, nombre, une masse par exemple, une masse de bois ou de tissu. Il n'y a pas que le tissu en lui-même, hein. mhm. Est-ce qu'on peut se permettre d'intervenir? Bien Puisque sûr. le projet de la médiathèque de Châtelaillon, c'est justement du mobilier upcyclé et récupéré, et les normes, bien sûr, s'appliquent. Il a fallu trouver des alternatives, bien sûr, pour répondre à toutes ces règles anti-feu. On a les services techniques, bien sûr, qui gèrent ça, et l'association avec laquelle on a travaillé a aussi des contacts avec tout ce qui est sécurité, et donc a répondu à ces enjeux-là. Voilà. D'accord. Donc, c'est possible. C'est possible, voilà, très bien, effectivement. Il faut mener un travail en parallèle. Ok. C'est ça. Sachant que Entendu, merci. pardon, du coup, la médiathèque de Châtelaillon intervient tout à l'heure en dernier. Donc, on pourra peut-être aller encore plus loin dans ce type de questions. S'il n'y a pas de... Alors, attendez. Ah oui, il y a quelqu'un dans le chat qui, du coup, donne, je pense, toutes les informations et la réponse pour les empreintes du jeu. Merci, Charline. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions pour Geneviève, je vais inviter Aude Galtier, du coup, à allumer sa caméra et à commencer son intervention. Donc, on a même 4 minutes d'avance, c'est formidable. Voilà. Est-ce que, du Pardon, coup, mais j'ai pas du tout d'intervention, en fait, Non, je suis juste participante. pardon, non, j'ai confondu avec une autre Aude, pardon, vous êtes deux. Il n'y a pas de souci. C'est moi. C'est Aude Mignon, du coup, pardon. J'ai juste noté Aude sur mon. Voilà, pardon. Voilà, désolée, c'est juste une autre Aude, pardon. Ne Aude, t'inquiète pas, Nola, t'inquiète pas. Bonjour à tous. Désolée pour l'autre Aude. Et j'éteins mon micro et ma caméra. Et merci Aude, du coup. Et c'est que tu peux aussi, pareil, te présenter un tout petit peu avant, du coup, puisqu'il n'y avait pas la présentation de départ. Merci. Oui. Merci beaucoup. Geneviève, merci beaucoup. C'était très intéressant même pour une libraire, puisque donc, je suis Aude Mignon, je suis directrice opérationnelle de la librairie Le Fayère à Rennes, une librairie indépendante depuis 1925. J'ai auparavant travaillé 3 ans et demi à Bordeaux, donc je connais certains d'entre vous, par exemple Saint-André de Cubzac, que j'ai vu apparaître tout à l'heure dans le chat, par le biais voilà, j'étais responsable du service collectivité, donc qui répondait à vos achats en appel d'offres sur les achats de fournitures, de livres ou d'imprimés. Voilà. Aujourd'hui, je travaille à la librairie Le Fayère, une librairie plutôt ce qu'on peut appeler de proximité, même si c'est une grosse librairie. Une librairie avec plus de 42 salariés, 9 millions de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si ça va vous dire grand-chose, mais nous faisons environ 20% de notre chiffre d'affaires actuel avec les collectivités, avec vous. Donc sous appel d'offres, sous marché public ou non, en fonction du montant total des achats. Et nous sommes confrontés au quotidien à vos demandes, vos besoins, vos prérogatives. Et aujourd'hui, je voulais vous faire part un petit peu de comment nous gérions au quotidien vos demandes et vos besoins. Et
pour vous montrer un peu ce que vous pouvez aussi demander dans vos appels d'offres et dans vos cahiers des charges. Bien sûr, on pourra en discuter ensuite. Je suis grande... enfin, j'espère vraiment avoir des retours de votre part. Ce serait super bien. Donc, aujourd'hui, à la librairie Le Fayère, je vais surtout parler des offices, puisque c'est ce qui demande un vrai travail, je pense, de notre part et de votre part, en termes de réflexion, pour pouvoir se positionner dans un cadre de développement durable à l'avenir. On a aujourd'hui à la librairie Le Fayère une dizaine d'offices à gérer par mois en fonction des lots. Par exemple, il peut y avoir un office par semaine pour une grande bibliothèque au niveau de la littérature, où là, il va falloir gérer 100 documents à livrer, ou bien plutôt un office thématisé une fois par an en fonction d'une thématique que vous aurez souhaité préparer ou voir. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment cela se passe, la préparation d'un office au sein d'une librairie indépendante, donc de proximité. Aujourd'hui, un libraire, de librairie indépendante j'entends, hein, je ne vais pas du tout parler de grossistes, de confrères grossistes qui, eux, ne font que de la médiathèque, que des collectivités territoriales et ne vont pas forcément travailler de la même manière, mais plutôt de la librairie indépendante de votre quartier, de votre ville, ou bien, par exemple, la librairie Mola travaille comme je vais vous expliquer, même si elle a des contrats au national. Les libraires ont l'autonomie sur leurs achats et ils vont choisir avec ce qu'on appelle des représentants tous les livres qu'ils vont acheter pour la librairie, pour leur rayon. Ces livres-là, comme ils ont en amont la connaissance de vos marchés et de vos besoins, ils vont, 3 mois avant la parution, faire le choix de leurs achats en prenant en compte votre besoin afin de pouvoir vous satisfaire au plus vite quand les livres vont paraître. Donc déjà, à l'achat, le fait que vous ayez donné votre besoin et votre cahier des charges va nous permettre d'acheter correctement auprès du représentant, et cela 3 mois avant parution. C'est important de le savoir. Lorsque les livres vont arriver à la parution, donc ils arrivent depuis des distributeurs, où tous les éditeurs entreposent leurs ouvrages. Ils arrivent en camion via un outil interprofessionnel qui s'appelle Prism, et ils arrivent ensuite dans notre province ou bien directement à Paris dans les librairies parisiennes par d'autres transporteurs que Prism. Donc ils sont réceptionnés et ensuite mis en rayon. Et à ce moment-là, le libraire dit « Ah, celui-ci, j'en avais acheté 3 parce que je pense à telle bibliothèque qui avait choisi son office. » Ensuite, c'est un chargé de clientèle ou bien le libraire lui-même, en fonction de la grandeur de la librairie avec laquelle vous travaillez, qui va devoir biper tous les livres, hein, c'est quelque chose d'administratif, vous sortir un bon de livraison, faire le colis et vous l'envoyer à la date que vous avez souhaitée. Donc ensuite, il y a cette dernière étape qui est la livraison de cet office. Il y a la possibilité d'avoir des offices commentés. Ces offices commentés sont intéressants puisqu'ils vous permettent d'avoir la visibilité du libraire et sa compétence de choix éditorial, en fait. Et il va pouvoir vous orienter en vous donnant les pépites, les coups de cœur, les meilleures ventes, et vous donner vraiment un avis de plus que simplement recevoir les ouvrages en office simplement. Donc là, si vous avez choisi ceci, ça va demander bien sûr un déplacement de votre part ou du sien, et du temps de travail supplémentaire, bien sûr. Et puis ensuite, vous allez travailler l'office, chacun à votre manière, et chacun à la fréquence que vous souhaitez, et nous renvoyer les ouvrages non retenus, ou alors nous faisons passer à un livreur, un transporteur, pour récupérer les ouvrages que vous n'aurez pas retenus. Ensuite, en tant que libraire, nous allons traiter ces livres qui sont retournés par vos soins, et nous allons facturer les ouvrages que vous avez gardés. Les ouvrages que vous nous renvoyez, soit on décide de les garder parce qu'ils ont le potentiel pour être vendus à la librairie, soit nous les avions, comme je vous avais dit au départ, travaillé avec le représentant pour vous, donc on décide de les retourner. Et le retour, donc c'est un des rares métiers où nous pouvons retourner des produits. La librairie, on a une faculté de retour auprès des distributeurs des livres qu'on ne peut pas vendre dans l'année qui suit leur parution.
Et là, ces retours-là, ça demande du transport supplémentaire et ça a souvent, la plupart du temps, une majorité de retours en fait, vont être pilonnés, vont être détruits dans le système du livre. Quand on m'écoute, je pense qu'on voit tout de suite qu'on a énormément de travail à faire sur cette chaîne du livre pour l'améliorer et pour y attribuer des bonnes pratiques. Pour moi, les offices posent question en termes de développement durable et de bonnes pratiques RSE. Je rejoins totalement Geneviève sur l'aspect aussi bien environnemental que social pour le coup. Et pour cela, je voulais un peu nous poser des questions à tous. Je m'inclus en tant que libraire dans cette réflexion-là. Et ce que j'utilise comme outil au quotidien, vraiment pour tous ces domaines-là, c'est l'outil du QQOQC. Je vais partir de ce biais-là. Donc, qui demande et à qui? Les livres, l'office en lui-même, il est demandé par une médiathèque. Et c'est souvent contractuel, lié à un cahier des charges que vous avez préalablement travaillé. Et à qui? Ça peut être donc à un libraire ou à un grossiste. Qui demande, ça va être des bibliothécaires, mais aussi des services ou des lots spécifiques. Dans un marché public, on peut avoir plusieurs lots et simplement un lot ou deux qui demandent un office. On peut très bien avoir un office en fiction adulte, par exemple, et dans un autre lot, les manières de travailler sont différentes. Les bibliothécaires ne souhaitent pas recevoir d'office, donc décident de ne pas le demander. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on demande lorsqu'on demande un office? On demande ce qui serait, les bonnes pratiques devraient être demandées à un office adapté aux besoins en termes de quantité. C'est très important de la part de la structure qui va demander un office de quantifier le besoin. Si on part par exemple sur un office par semaine hebdomadaire et où vous demandez en termes de cahier des charges un office de 100 livres, mais que vous savez que le budget il est à l'année de 10 000 €, vous voyez tout de suite que c'est complètement, que les retours vont être énormes en fait. Et donc c'est important de quantifier par rapport à un besoin réel. Pour cela, donc, il faut qu'il soit le mieux explicité possible dans le cahier des charges, mais aussi, et je vous encourage à le faire, lors d'une réunion de mise en place de l'office. C'est très important de pouvoir rencontrer le libraire ou le chargé de clientèle avec qui vous allez travailler, car nous avons besoin de cerner exactement, vraiment précisément votre demande, que ce soit le public visé, puisque entre une bibliothèque départementale, une médiathèque communale ou, je vais dire, une interco, les besoins seront clairement différents. Vous pouvez avoir un besoin de livres très grand public seulement, ou bien, si vous faites partie d'une bibliothèque vraiment de grosses villes, de grosses métropoles, avoir un besoin d'aller plus loin dans les maisons d'édition à faible diffusion. Vous pouvez avoir un besoin de petites maisons d'édition auto-éditées. Ça peut aller très loin. Donc ça, nous avons besoin de bien cerner cette demande-là afin de vous répondre au mieux. Les rayons visés. Quelquefois, en réunion, on se dit, alors, nous aimerions recevoir un office sur la nature. Mais la nature, c'est très large. Nous pouvons avoir des livres pratiques, des essais, etc. Donc, c'est très important. Et vous pouvez parler en Dewey. Les libraires qui vont vous répondre souvent sont quand même compétents par rapport à une Dewey et peuvent vous accompagner par ce biais-là. Notamment par des outils d'Illicom et Lectre, ORB, qui peuvent nous permettre de vous aider aussi nous permettre de mieux connaître votre besoin et vous permettre de parler dans votre langage en étant compris par nous. Donc, c'est important. La fréquence, surtout bien choisir la fréquence et dès le début, dès la mise en place du marché. Et puis, la possibilité, toujours se laisser la possibilité de revoir cette fréquence, de revoir le nombre de livres que vous souhaitez, se poser des questions pour qu'on puisse s'adapter, en fait, d'un côté comme de l'autre, toujours dans une envie d'aller plus loin dans la démarche RSE et développement durable. Le ratio du besoin sur telle ou telle sous-catégorie. Vous pouvez demander, par exemple, un office sur les documentaires.
Oui, je vois une question. Bonjour, est-ce que vous travaillez avec les BU aussi? Oui, tout à fait. Il peut y avoir des offices thématisés pour des BU, exactement, et ce ne sont pas du tout, par exemple, les mêmes demandes. On va avoir là des demandes pour des publics plus motivés, entre guillemets, j'utilise le terme électre, et c'est très, très important de pouvoir l'identifier et le cadrer. Donc, je reprends le fil. Donc, oui, ratio du besoin sur telle ou telle sous-catégorie, puisque, par exemple, vous demandez un office sur la psychologie. La psychologie, c'est très, très large. On peut avoir, il y en a même certaines bibliothèques ou structures se disent dans la psychologie, on met le développement personnel ou c'est côte à côte, donc on va le rajouter. D'accord? Il faut que nous, dans ces catégories-là, vous nous dites, bon, on a eu beaucoup, beaucoup de choses en développement personnel, donc votre office, ce serait mieux qu'il n'y ait que 5% de l'office global sur cette catégorie-là. Vous voyez, vous pouvez aller très loin, en fait, dans votre demande, votre besoin. Mieux il sera cerné, mieux il correspondra à ce que vous souhaitez, et moins vous ferez de retour. Voilà, donc ça, c'était pour le quoi. C'était un peu long. Où la question, elle est importante, puisque aujourd'hui, un office, on se dit que c'est dans votre structure plutôt. On envoie la librairie, envoie l'office dans vos structures. Mais pourquoi pas au sein de la librairie avec laquelle vous travaillez, si c'est une librairie locale. Un office réussi, c'est un office très souvent qui peut être accompagné par un libraire, je vous le disais tout à l'heure, puisque vous allez aller au bout des choses, au fond des choses. Et donc, ça peut être un libraire de temps en temps commenté. Pour ne pas, enfin, je pense que je peux donner des exemples avec qui ça s'est très bien passé. Je pense que ils travaillent encore ensemble, mais quand je travaillais chez Mola, nous faisions des offices commentés avec Montpellier. Je ne sais pas si la bibliothèque de Montpellier est là. Et c'était formidable, cet échange en amont de sélection et nos libraires qui allaient à Montpellier en voiture. D'ailleurs, à cette époque-là, on allait en voiture ou en train. Et il y avait de très, très beaux échanges. Et les taux de retour étaient affaiblis par ces échanges-là, justement. Peut-être le faire au sein de la librairie, c'est possible. Là, je peux vous donner un exemple actuel que je vis au quotidien à Rennes. Nous travaillons notamment avec les champs libres à Rennes et sur l'office BD. Ce sont les champs libres qui viennent une fois tous les 15 jours découvrir leur office au sein de la librairie avec la présentation de nos libraires BD. Et donc, c'est un temps vraiment à part où il y a les bonnes pratiques, les échanges éditoriaux, les coups de cœur entre l'équipe des Champs Libres et notre équipe. Et franchement, c'est formidable en termes de travail de proximité, de travail ensemble, du savoir-vivre, du savoir-être ensemble. Je pense qu'on a vraiment à y gagner, et libraires, et fournisseurs, et acheteurs sur cet aspect-là. Et ensuite, bien sûr, l'office est envoyé directement à la structure, mais on envoie uniquement ce qui a été choisi par cette structure-là. Ça, c'était la partie où. Dans la partie, on peut aussi on peut avoir 2 étapes supplémentaires. Vous pouvez très bien vous dire, bon, il y a une présélection envoyée par le libraire via panier Electre, via Excel, tout type d'ailleurs de format possible, ce qui permet que vous ayez une vision sur l'office qui est programmé, sur les titres, et vous vous dites « Ah non, mais là, celui-là, ça ne va vraiment pas ». Et d'avoir un retour de votre part sur cet office, une sorte de pré-validation qui nous permette, nous, Ah, il ne me reste plus que 3 minutes. Qui nous permet à nous de vous envoyer un office resserré. Voilà. Et puis, présélection de votre part aussi, la possibilité à vous de nous dire ce que vous souhaitez recevoir en amont et qu'on puisse rajouter dans votre office. C'est ce qu'on fait avec la BDP 35 notamment. Quand il faut éviter de demander une livraison spécifique pour les offices et passer vos commandes en fonction pour optimiser les tournées de livraison si c'est des livreurs de proximité. Et puis même dans les autres cas, hein, comme ça, tout est regroupé et on sait que le regroupage, la mutualisation, c'est important. Comment ? Surtout bien garder les livres retenus et ne pas tout renvoyer. J'ai eu des exemples de médiathèques qui renvoyaient tout pour établir un bon de commande et nous l'envoyer après. Surtout, c'est une pratique qu'on ne doit plus du tout avoir. En termes d'empreinte carbone, c'est catastrophique. Si la livraison est en carton par le libraire de proximité, demander la réutilisation de carton des précédentes réceptions, c'est tout à fait possible. Ou demander une livraison en bac navette en plastique recyclé. Ça se fait de plus en plus aussi.
éviter le plus possible de demander de la bourre ou même de la bourre cartonnée, hein, ça demande de la fabrication et même si c'est de la réutilisation, ce n'est pas du tout correct. Si je peux résumer, un office, ça implique du temps de travail pour un libraire ou un chargé de clientèle. Donc, de plus en plus dans vos cahiers des charges, on le voit apparaître, ça, quel est le coût réel d'un office. Et c'est, je pense, important de le connaître. Plusieurs livraisons et des retours, donc une augmentation de notre empreinte carbone et de l'empreinte carbone du livre. Une aide à l'achat pour les bibliothèques, mais aussi une immobilisation de trésorerie pour votre librairie indépendante de proximité. Donc, c'est important de le savoir et de les cadrer le mieux possible. Un office, pour moi, la règle, c'est un office où moins de 50% est gardé n'est pas un office viable en termes de développement durable et RSE pour une librairie et pour la planète. Donc, l'objectif à atteindre serait plutôt de 80 à 100% de livres retenus. Et je pense qu'on peut tous y arriver. Voilà, je pense que j'en vois le bout. Dans les autres sujets abordés, je pense que il y aura certainement à l'avenir le coût d'un office, mais aussi d'un office commenté, d'une modération par un libraire, de l'animation d'un comité de lecture, etc., par le fournisseur. Je pense que ça y est, c'est de plus en plus acté que c'est un service supplémentaire. Et puis, le travailler avec un libraire de proximité, je pense qu'il y a des enjeux et il y a aussi des contraintes, des offices, des commandes très importantes de grosses collectivités. Ça peut aussi porter comment appelle-t-on ça, un risque à certaines librairies de plus petite taille. Donc, il faut bien le connaître et bien se rendre compte de toutes ces spécificités pour pouvoir travailler plus efficacement et plus sereinement tous ensemble. Voilà. Je laisse la parole à... Bravo, il est 10h45, pile poil dans les temps. Merci, c'était hyper intéressant. Alors, il y a c'est pas une question dans le chat, c'est une remarque. Ma collègue Leïla Zenaf, qui est en charge des achats de la section Adbub, qui s'était inscrite mais qui n'a pas pu se connecter pour des raisons de service, mais en cours de route, trouve votre intervention très enrichissante et intéressante. Je suis d'accord. Question. Légalement, existe-t-il un taux de retour à ne pas dépasser? Non, il n'y a pas. Alors, à ma connaissance, et j'ai vraiment tout lu, je pense, de ce qu'on pouvait faire là-dessus, il n'y a pas de loi qui existe sur ce sujet-là. Ça viendra peut-être. Alors, apparemment, leur libraire leur impose un taux de retour de 30%. Donc, c'est décidé par la librairie, mais techniquement... Et Valentine, ça veut dire qu'en gros, on vous demande de ne pas dépasser 30% de retour. Oui, alors en fait, ils nous imposent, ils nous ont imposé ça une fois qu'on a passé le marché, en fait, donc c'était pas du tout, on ne le savait pas. Et ils nous disent du coup de retourner 30%, quoi. Maximum ou jusqu'à? C'est pas très clair. C'est pas très, très clair. Donc ça me questionne parce qu'en fait, ils nous disent que du coup, légalement, ça existe, que c'est nouveau, visiblement. Mais moi, je ne trouve rien sur ce... Aude, tu as coupé ton micro. Aude, on t'entend Ah ouais. plus, il faut couper ton micro. Voilà. À ma connaissance, ça n'existe pas, mais en effet, ce serait quand même peut-être intéressant, et là, je parle pour vous comme pour nous, qu'on ait un maximum de retours autorisés. En tout cas, ce serait intéressant pour la planète, mais jusqu'à plutôt que... Ouais, jusqu'à, d'accord. Parce que c'est vrai que quand je vois des retours de médiathèques, de 80%, c'est énorme. Alors, je vois une autre question. Ouais. Est-ce que la librairie propose un office commenté mutualisé pour plusieurs bibliothèques? Oui. Alors ça peut aussi être proposé. Alors, je vais parler du cas Mola et du cas Le Fayère. Je prends les deux casquettes parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'on faisait là-bas aussi. Chez nous, à la librairie Le Fayère, on va proposer deux grands offices, entre guillemets, de présentation, surtout en littérature. La rentrée littéraire, forcément, en septembre, où là, on a à peu près 70 bibliothécaires d'Ille-et-Vilaine et des départements limitrophes qui viennent, et où on va présenter environ 50 coups de cœur de la rentrée littéraire. Et puis, on a aussi les lectures d'été. Chez Mola, nous avions mis en place une rencontre mensuelle où là, tout le monde pouvait venir aussi en termes de clients. Les clients pouvaient venir, mais aussi la suivre en ligne. Et là, c'était plutôt une présentation thématisée par mois avec la venue d'un éditeur en plus. Donc, il y avait vraiment deux parties.
une présentation, par exemple, BD en avril et un éditeur BD qui venait, et tout, à chaque mois, une présentation comme ça. Après, il y a des bonnes pratiques qui sont en train de se mettre en place. On a le marché de Vannes. On est allé faire une présentation auprès d'une vingtaine de personnel là, il y a 3 semaines. Et l'équipe encadrante m'a dit ce serait génial qu'on puisse, si vous en êtes d'accord, inviter nos collègues de l'intercommunalité avec qui le marché n'est pas forcément mutualisé. Mais bien sûr, ça, comme ça fait participer beaucoup plus de personnes et c'est super. Donc oui, on peut mutualiser. On l'a fait aussi, des présentations lorsque j'étais chez Mola avec la Vendée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Vendée, mais ils mutualisaient. Le lien il était aussi visible par toute l'interco. Et en fait, non, c'était avec la BDV, donc c'était tout le département. Donc c'est tout à fait possible. Je sais que vers chez moi, du côté de Tours, la librairie spécialisée jeunesse et la librairie spécialisée BD se sont associées parce que souvent elles ont les mêmes marchés pour organiser aussi des offices communs à leur bibliothèque. Ce qui permet de mutualiser et de faire gagner du temps aux bibliothécaires. Et ce qu'elles aiment aussi, c'est que ce moment-là, elles se réunissent et qu'elles ont des échanges de pratiques entre bibliothécaires. Donc c'est un peu d'une pierre deux coups. Tout à fait. Il y a plein de super idées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant peut-être que ça écrive, moi, je voulais juste rebondir sur les... parce que chez nous, on travaille avec une bibliothèque de proximité aussi. Et je ne sais plus exactement pourquoi, mais c'était à cause du Covid. En fait, on s'est dit, bah non, on ne va pas ramener les offices chez nous, on va aller chez eux. Et donc, on le fait maintenant systématiquement, mais uniquement pour les albums bébés et les albums... on fait pas d'office pour la fiction adulte. On a des offices pour les documentaires jeunesse. On a arrêté pour la BD et bref, du coup, pour les albums. Et en fait, on va chez eux, on se bloque une matinée ou 2 heures, 2 heures et demie l'après-midi. Et en fait, on lit tout sur place, quoi. Et on décide à ce moment-là. Donc, effectivement, ça évite, on va dire, un aller-retour, quoi, de la part du libraire. Après, les offices ne sont pas du tout commentés par les libraires, mais je pense que c'est juste parce mon avis, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. Oui, c'est important de le prendre en compte aussi. Ouais. Ça dépend de l'équipe. Ouais. C'est ce que je vous disais, en fonction de la grosseur, entre guillemets, de la librairie avec laquelle vous travaillez, il y a des choses possibles ou pas possibles. Clairement, c'est important. Nous, par exemple, en littérature ou en BD ou en jeunesse, on a 4 libraires, donc c'est plus facile, dans chaque pôle, c'est plus facile d'extraire un libraire pour vous présenter des choses que dans une librairie de plus petite taille où il va y avoir un libraire par pôle. Alors, il y a une autre question. Est-il plus durable d'utiliser des caisses en plastique pour les échanges de livres avec les libraires comme les BDP le font pour leurs navettes ou d'utiliser des cartons jusqu'à ce qu'ils soient trop abîmés et inutilisables? Très bonne question. Je me la pose encore. Alors, les caisses, l'avantage, c'est qu'elles durent vraiment dans le temps, qu'elles ne se cassent pas et qu'elles risquent moins d'abîmer les livres. Les cartons, c'est quand même, ça reste du déchet en fait. Donc, dans tous les cas, là, j'ai des marchés de plus en plus qui me demandent de récupérer les cartons. Enfin, où va-t-on, quoi? On va mettre, en termes d'empreinte carbone, on va aller chercher les cartons, donc hop, récupérer les cartons, les ramener pour les détruire, pour qu'ils soient pris par une autre société. Donc, chez nous, c'est la feuille d'érable en termes de recyclage. Je ne sais pas. Après, les cartons, il faut aussi mettre énormément de bourre en fonction de ce que vous mettez dedans. Si vous travaillez avec des transporteurs, il faut les fermer, donc beaucoup de scotch, beaucoup d'utilisation de matériel supplémentaire, alors que les bacs, vous les fermez, il n'y a pas besoin de scotch. J'ai tendance à dire que les bacs navettes sont mieux, mais attention, pour des librairies de plus petite taille, si vous voulez travailler avec les librairies de proximité, ils ne vont pas avoir les finances et la place nécessaire pour les stocker. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Je ne vous aide pas beaucoup là. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant et je me dis que si Fanny était là, je ne sais pas si elle est là, elle aurait peut-être une réponse en termes d'empreinte carbone de l'utilisation de départ du plastique de ces caisses. Mais bon, manifeste-toi, Fanny, si tu es là, mais je crois qu'elle n'est pas là. Voilà. Mais moi, je trouve ça très intéressant comme réponse. Merci. Et puis, il y a des caisses qui sont en plastique recyclé et il y a des caisses qui ne le sont pas. Caisses empilables, oui. Elles sont plus chères. Là, j'ai les devis. Là. Donc, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui avec notamment la BDP 35 et on va peut-être le mettre en place pour les champs libres. Mutualiser à l'échelle des réseaux, oui, ça pourrait être bien. Et puis là, ce qui est génial, c'est qu'on vous livre un nouvel office, on récupère les caisses, on les re-remplit. Au final, ça peut aller très vite.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Effectivement, hein, si vous avez besoin de partir, voilà, j'espère que la technique ira jusqu'au bout. Sinon, Ouais. est-ce que je peux poser une question, Nola, à Geneviève? Ah Bien non, il y en a sûr. une autre. Les offices sont-ils obligatoires pour tous? Non. Un office, c'est pour vous aider dans vos choix. Bien sûr que ce n'est pas obligatoire. Ça a été. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'historique des offices, je ne l'ai pas. Mais pour un libraire, c'est une grosse charge de travail. Il faut en avoir conscience. Alors, on le fait avec bon cœur et ça nous permet aussi d'aller plus loin dans nos fonds, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, Geneviève disait à Strasbourg, au lieu des offices adultes, le libraire nous fait une présentation, exemple littérature française et étrangère, et nous fournit ensuite le listing numérique pour nos commandes. Ça, c'est génial. C'est top. C'est une super bonne pratique. Mais du coup, tu avais une question pour Geneviève, donc n'hésite Oui, pas. j'ai une question pour Geneviève. Je ne sais pas, Geneviève, si je vais un peu trop loin, mais ça m'intéressait. Dans une de tes slides, tu avais le décret 2021-254 et je voyais que pour les imprimés, vous deviez, vous, en tant que structure collectivité territoriale, acheter 40% à minimum des 3 R, réemploi, réutilisation, recyclage, pour les imprimés. Et concrètement, ça veut dire quoi? Parce que les imprimés, pour moi, ça veut dire que vous allez aller vers l'occasion? Alors, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que le papier utilisé dans les livres doit être en partie du papier recyclé, puisqu'il est dans la catégorie recyclé réemploi. Donc ça, c'est une chose. Mais à Strasbourg, comme je vous l'ai dit, la collectivité a vraiment une ambition d'être la plus vertueuse possible. Et on a eu, par exemple, il y a 2 ans, un budget supplémentaire qui a été alloué aux médiathèques et qui devait être dépensé auprès de… Alors, comment ça s'appelle? Ah là là, le nom m'échappe, c'est des livres qui sont édités depuis plus de 2 ans, des soldeurs. Voilà. Donc, on avait un marché attribué à un soldeur qui n'a pas trouvé attributaire, donc il n'a pas pu être pourvu. Et en compensation et pour soutenir les libraires locaux, la ville a attribué un budget supplémentaire à dépenser chez les soldeurs sur site, sur la ville de Strasbourg. Ouais, super, merci beaucoup. Et d'autre part, je rebondis sur autre chose à propos des cartons et des, et des caisses, etc. Dans le dernier marché d'acquisition des documents, on avait mis un questionnaire environnemental où justement, on demandait au libraire comment il allait nous livrer en voiture électrique, en véhicule diesel, etc. Qu'est-ce qu'il allait utiliser comme contenant, donc des cartons, des boîtes, etc. Et ça fait partie de la notation. Hein. Et là, par contre, Geneviève, ça peut mettre en porte-à-faux les librairies, plus petites librairies de proximité, qui n'ont pas les moyens forcément d'acheter un véhicule propre. Enfin, je ne sais pas, je pose la question. Hein. Oui, alors bon, à Strasbourg, on est en ZFE, donc en zone à faible émission, donc il y a vraiment un accompagnement financier aussi pour acquérir des véhicules moins polluants. Et ça restait une pondération mineure. D'accord. Voilà, c'était aussi dire que on avait quand même l'ambition de se préoccuper de ça, mais évidemment, c'est pas l'objet du marché, donc en aucun cas, ça peut être un critère déterminant. Déterminant, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. L'objet du marché, c'est acheter des bouquins. Après, je suis désolée, voilà. je vais vous couper parce qu'il y a 2 questions et qu'il va falloir passer à la dernière intervention. Du coup, la question d'Étienne était plutôt tournée dans le sens des bibliothécaires. Peut-on s'en passer pour éviter ces déplacements de livres constants? Là, j'inviterais peut-être tous les bibliothécaires présents à répondre dans le chat pour pouvoir continuer, si certains d'entre vous ne font pas du tout d'office. Voilà. Si tous les bibliothécaires ici présents fonctionnent avec des offices, dans ces cas-là, il faudra essayer de se tourner vers d'autres bibliothécaires. Et il y a une question de Pamela pour la livraison en proximité. La librairie utilise-t-elle la cyclo-logistique? Oui, alors pour notre part, chez Mola, ce n'était pas encore le cas. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. À la librairie Le Fayard, on
on a investi dans un cargo vélo qui nous permet d'emmener partout. Alors, c'est une carriole électrique et on peut aller jusqu'à 10 cartons et c'est super pratique. On peut la porter à la main aussi quand on a des petites choses à faire autour. Donc ça, c'est très bien. Et surtout, on a signé un contrat, puisqu'on a gagné les écoles de Rennes l'année dernière, et ça nous a permis de passer des caps. Et on a signé un contrat avec la société, la SCOP, tout en vélo, qui du coup livre quasiment maintenant toutes les écoles de Rennes, c'est sûr, plus certains de nos clients IEP, EHESP, Université de Rennes 2 à Rennes en vélo. Ok, merci. Après, Est-ce je que vois vous plein de pouvez juste réponses. dire, du coup, ceux qui n'ont pas d'office, est-ce que vous pouvez juste dire peut-être où vous travaillez pour qu'éventuellement les personnes qui sont intéressées puissent vous recontacter derrière. Et s'il n'y a pas d'autres questions pour Aude, un grand merci, c'est hyper intéressant. Et du coup, alors techniquement, on a 4 minutes de retard, mais comme je n'ai pas accès au sondage, on va gagner 5 minutes sur les sondages. Et donc, je vais laisser la parole à Christelle, du coup, de Châtelaillon-Plage. Donc, pareil, comme Aude et Geneviève, si vous pouvez vous représenter un tout petit peu avant, ce serait super. Et alors, il y a toujours un tout petit problème de caméra là, chez vous, donc, mais ça va, on vous voit quand même. Mais ça va, on vous voit quand même. Il y a une bande, mais... Non, mais ça, là, comme ça, c'est bien. Mais je ne Merci. sais pas pourquoi. Merci beaucoup. Non, mais ça va, on vous voit toutes les deux. Merci beaucoup. Et on est 3. Ah, on vous entend plus. Oui, c'est parce que j'ai enlevé mon micro en répondant, mais vous êtes 3, mais on ne voit que 2 personnes à la caméra là. Le 3e est là, on vous le montre. Donc, je vais laisser la parole en introduction à Linda Beaujean, donc, qui est notre élue à la culture, et puis ensuite au directeur de station, donc, qui est ma hiérarchie directe pour la médiathèque. Toujours une introduction, mais 2 points de vue différents, élus et administratifs. Bonjour à tous. Alors, juste un petit mot, effectivement, en tant qu'élu, pour vous dire que nous, depuis 2016, on avait l'ambition de garder une médiathèque qui était en pleine évolution. Et pour répondre à la demande de ses adhérents et à cette évolution, il était bon de redonner du renouveau à cette médiathèque. Et effectivement, nous sommes partis sur une démarche plutôt vertueuse, mais qui dit démarche vertueuse dit déjà aller rechercher l'aval de toute la municipalité, et ce qui n'était pas chose facile. Et non seulement l'aval de la municipalité pour entrer dans cette démarche vertueuse, qui à l'époque n'était pas encore trop au point pour tout le monde, et puis de se dire il nous faut derrière des financements. Et en fait, démarche vertueuse et financement, ça pouvait finalement coller l'un avec l'autre, d'autant plus qu'on avait une association à côté qui s'appelait La Matière, qui travaillait déjà dans le recyclage et qui nous a permis également, on s'en est bien rapproché, qui nous a permis de trouver des solutions pour trouver des financements plus intéressants, de garder cette démarche vertueuse et de faire quelque chose qui aujourd'hui, dont on peut être, je crois, grandement fier. Voilà, c'est juste un petit mot introductif pour vous dire qu'on est arrivé à ça. Je laisse Jean-Christophe Mercorelli vous en parler un petit peu plus. Bonjour à vous toutes et tous. Oui, alors ce projet que Christelle va vous présenter juste après, c'est vrai qu'on aurait dans la présentation plutôt laissé la parole à Christelle d'abord pour expliquer après comment on est arrivé à cette finalité. Vous verrez, c'était un projet assez ambitieux. Ambitieux parce que, comme l'a dit Linda, il a fallu dans un premier temps faire en sorte que nos élus s'approprient totalement un projet qui était très conceptuel au départ. Donc, moi, la relation avec Christelle a été vraiment de scénariser le plus possible et de faire en sorte qu'il soit le plus compréhensible par nos élus. Et il a fallu pour ça plusieurs mois, puisque la première fois où on a présenté ce projet, globalement, on n'a pas été entendu et on n'a pas été compris. Donc, c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait faire preuve d'énormément de pédagogie, parce que ce qui nous semblait évident n'était pas évident obligatoirement pour nos élus. Puis la deuxième, ça a été d'interfacer, et vous le verrez, ça a été d'interfacer la carpe et le lapin. C'est-à-dire d'un côté, une association avec laquelle on a travaillé, qui ne connaissait pas du tout le monde de la collectivité, et bien évidemment, la partie technique qui a accompagné le projet, nos services techniques. Et là, c'était les CCTP, c'était les marchés, c'était tout ce côté réglementaire qui n'était pas obligatoirement quelque chose qui était simple pour cette association qui, elle, ne connaissait pas du tout cet univers. Donc voilà, on a bon, maintenant je vais laisser la parole à Christelle, parce que c'était d'abord son projet, c'était sa vision, elle l'a vendu très bien à Linda,
qui l'a accompagné et tout de suite qui s'est battu, à moi parce que j'ai tout de suite compris l'intérêt de ce projet pour donner une vraie visibilité, une évolution à la médiathèque. Mais rendons à César ce qui est à César. Donc, Christelle va vous présenter sa vision. Alors, donc je vais partager. Mais il est où? Je l'ai perdu. Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Mon document avait dû se fermer. Oh. Pourquoi je ne peux rien? Là? Voilà. Alors, on a fait un essai tout à l'heure et du coup, j'ai dû fermer le document suite à l'essai. Je n'arrive pas maintenant à trouver la partie. Ben, je voudrais mettre le diaporama, mais j'ai la bande. Oui, mais j'ai la bande pour le lancer. Bon, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Voilà, donc la médiathèque, son origine date de 2003. Donc, nous avons inauguré sa création en juin sur le thème d'Harry Potter, sur le thème du quai 9 3/4 d'Harry Potter. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce petit clin d'œil, puisque 15 ans plus tard, il y a nécessité, bien sûr, de rénover le bâtiment et de mettre les normes pour les personnes handicapées en conformité. Et puis aussi, on s'est beaucoup interrogé avec l'arrivée d'Internet sur les missions des médiathèques, puisque l'information devient accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, on était amené à se poser beaucoup de questions. Donc, nous sommes partis sur de nouvelles orientations avec une volonté de projet culturel identitaire et puis aussi des contraintes budgétaires. Donc, les contraintes budgétaires, elles nous amènent à mutualiser donc les moyens, d'essayer de trouver des notions de complémentarité sur un réseau de 15 médiathèques au niveau de La Rochelle. Et puis, on s'est dit aussi qu'il fallait raisonner différemment, bien sûr, puisque les contraintes budgétaires aujourd'hui, je pense qu'on y fait tous face, et que l'on trouve des méthodes innovantes et créatives de manière à pouvoir aller sur, de pouvoir répondre donc à toutes ces contraintes. Donc, on avait envie que la médiathèque de Châtillon-Plage devienne la locomotive, en quelque sorte, et sans être trop présomptueuse, d'un réseau pour lequel, pour l'instant, on ne partage que les compétences informatiques, il n'y a pas de compétences culturelles. Et puis, on est parti également dans une expérience d'économie circulaire au service de la culture. Alors, le projet identitaire, il est lié bien sûr à l'histoire de la station, puisque nous avons une identité touristique depuis le XVIIIe siècle et que la station s'est développée grâce au développement du chemin de fer. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas partir donc, sur le thème du voyage. Tout à l'heure, je parlais de complémentarité au niveau du réseau. Il n'y a pas de compétences culturelles, donc ça aurait été assez logique que chacun trouve une orientation documentaire, en tout cas, qu'on pourrait se partager et qui éviterait bien sûr les achats en doublon. Sauf que qui ne dit pas de compétences culturelles, dit pas de transit des ouvrages sur le réseau pour le moment. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Mais peut-être qu'en se lançant voilà, sur cette orientation, on pouvait peut-être amorcer quelque chose en ce sens. Donc, Châtillon, nous sommes partis sur le thème du voyage. Et on s'est dit que le voyage, ok, mais ça pouvait être aussi une façon de montrer le voyage de manière un petit peu différente, le voyager autrement.
avec l'écotourisme, le tourisme solidaire. Ici, on a la Vélodyssée. Donc, voilà, il y avait plein de choses à faire autour de ce concept. Et donc, si on veut un projet identitaire, eh bien, c'est vrai que ça demande de trouver des ressources qui nous permettent effectivement de donner une identité forte. Le hasard des rencontres a fait que j'ai rencontré voilà, Julien Duranceau, qui était vraiment passionné par toutes ces méthodes innovantes et créatives d'éco-responsabilité. Et voilà, en discutant avec lui, on s'est dit, en fait, il peut répondre à cette demande d'identité forte en nous amenant son expertise de réemploi. Et donc, en plus de cela, au niveau de la médiathèque, on a une architecture métallique qui rappelle fortement donc un hall de gare. Donc, on s'était dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Sachant que la gare, le train, on sait aussi que ce sont dans les gares que se sont développés les romans de gare. Hachette a profité justement des gares pour diffuser les premiers romans de poche. Et puis, il y a toujours un café, bien sûr, dans un hall de gare. Donc, il y a le côté, on va dire, social qui entre en jeu. Donc, ça semblait vraiment judicieux de partir sur ce thème-là et de le développer donc grâce à la matière. Donc, voilà ce que ça peut donner. Qui dit gare, dit café. Donc, nous avons créé un vrai café. Là, quand vous regardez au niveau du bar, le bar, c'est du réemploi. Ce sont des portes d'habitation, voilà, qui ont été utilisées. Ça peut être aussi du bois du port autonome de La Rochelle. Toute la vaisselle, nous l'avons achetée chez Emmaüs. Et ce bar, donc, est tenu par une équipe de bénévoles qui nous accompagne tout au long de l'année. Le mobilier, ici, c'est le mobilier existant, voilà, qui a été upcyclé, donc qui a été poncé, reverni, adapté au décor que nous souhaitions mettre en place. Donc, nous avons travaillé avec Élodie Leblanc, qui est architecte d'intérieur. Ensuite, cette partie café donc, nous permet de pénétrer dans la partie fiction et accueil. Donc là, il y a des portes coulissantes en fait qui nous permettent d'isoler le café si jamais on y proposait une animation. Ça peut être un café littéraire, ça peut être un quiz. Voilà, on propose plusieurs actions. Alors, la notion de café, c'est vrai que parfois, des usagers l'ont remise un petit peu en cause en disant qu'est-ce que ça fait là, un café dans une médiathèque? Alors, moi, c'est vrai que j'aime bien mettre un petit clin d'œil au café littéraire parisien, parce que le café littéraire parisien, c'est quand même là que se développer, que se rencontrer les artistes, les écrivains, les acteurs de cinéma, et qu'il s'est passé plein de choses au niveau créatif. Et moi, je trouve que ça a toute sa place dans une structure, bien évidemment. Donc, voilà la partie fiction. La banque d'accueil et la banque d'accueil d'origine. Donc, elle a été toute réhabillée à partir de tiroirs, voilà, qui ont été récupérés de droite et de gauche par la matière. Les étagères sont aussi des étagères d'origine qui ont été habillées en caisse de transport. Donc, on parlait tout à l'heure de problèmes de sécurité vis-à-vis du bois. Donc, tout le bois a été traité, bien sûr, de manière à résister au feu s'il y avait un souci. C'est ça. Donc, voilà encore voilà, les étagères de plus près. Alors, la médiathèque, elle est sur 3 niveaux, il faut que je le précise, donc ce qui nous a permis quand même de faire une forme de zonage. Donc, au rez-de-chaussée, c'est vrai qu'on a cette partie café, on a l'accueil avec la fiction,
Et là, nous arrivons sur la mezzanine où nous avons privilégié tout ce qui était numérique, informatique, on va dire multimédia. Donc là, on a un salon pour la consultation Wi-Fi. Il y a un peu de matériel neuf, mais nous l'avons acheté sur une partie pro du magasin. Je ne me rappelle plus. C'est Maison du Monde, pardon. Voilà, Maison du Monde, mais c'est la partie professionnelle. Donc, le mobilier est adapté pour une collectivité. Décoration avec des valises. Les valises, ce sont des dons de nos Châtelaillonnais. Nous avions lancé un appel pour récupérer des vieilles valises et donc elles ont été transformées en étagères. Le meuble, c'est du réemploi. Donc, salon Wi-Fi, salon de lecture. Ensuite, là, nous avons des postes de consultation. Ici, il y a un petit clin d'œil aux 3 villes avec lesquelles nous sommes jumelés à Châtelaillon, avec les pendules. L'espace jeunesse, donc de la même manière, les étagères ont été habillées. La décoration, c'est de la récupération aussi. Le petit avion a été créé à partir d'objets de récupération. Il y a un tableau, mais là, on ne le voit pas, sur lequel les enfants peuvent s'amuser. Voilà, ce sont des portes qui ont été repeintes. Et enfin, au 3e niveau, nous avons l'espace de travail et les bandes dessinées pour adultes. Là où nous sommes. Là où nous sommes, voilà, c'est l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Donc, les tables peuvent se ranger très facilement. On peut y faire des animations. Elles sont sur roulettes, elles sont pliables. On y fait voilà, nos actions de notre programmation. Là, c'est pareil. Vous avez une valise, une malle, pardon, qui nous a été donnée par la population. Et donc, forcément, par rapport à cette expérience, nous avons orienté toutes nos animations vers le voyage et puis aussi vers tout ce qui était économie circulaire, co-construction. Donc, on fait des ateliers do it yourself, des présentations de voyages un peu particulières par des auteurs voilà, qui ont écrit ensuite un livre à l'issue de cette expérience. On s'est orienté aussi vers le bien-être, mais toujours dans l'esprit du do it yourself et des méthodes voilà, qui sont naturelles. On travaille aussi sur la réalité virtuelle avec Walt Immersion. Donc, Walt Immersion, c'est une société en fait qui essaie de responsabiliser les adultes comme les enfants sur la protection de l'environnement via des films qui sont proposés en réalité virtuelle. Voilà, donc on propose cette activité à la médiathèque. On a également fait un hors-les-murs sur le Festival des Cerfs-Volants cette année et ça a très très bien fonctionné. Bien sûr, on a un fonds de livres qui est dédié à toutes ces orientations. Alors, le voyage par lui-même, on peut éventuellement remettre en question effectivement cette vision, mais c'est une demande malgré tout, puisque le voyage, on sait que voilà, on prend l'avion, on prend le train, mais on a décidé, nous, de s'orienter vers l'écotourisme, le tourisme solidaire, le tourisme durable. Donc, on essaye, par le biais du voyage et du guide touristique habituel, d'orienter nos usagers vers autre chose. Voilà. Et enfin, pour conclure, le coût de réhabilitation du projet donc présenté à la DRAC était de 174 549 €. Nous avons une subvention DRAC de 60 660 € et une subvention conseillère générale de la Charente-Maritime de 50 945 €. Le projet, au final, alors, je vais juste terminer les différents partenaires du projet. Donc, la municipalité de Châtelaillon-Plage, le directeur général des services et le directeur de station, les services techniques, l'équipe de la médiathèque, le conseiller pour le livre et la lecture DRAC Nouvelle-Aquitaine, le conseil général de la Charente-Maritime et l'association La Matière, qui possède un site que vous pouvez aller consulter si vous le souhaitez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui Jean-Christophe, vous voulez… non, juste rapidement, le projet, au final, c'est plus de 300 000 €. Parce que, déjà, en termes
de subventions, on ne peut pas dépasser les 30%, donc on voit bien que entre la DRAC et le CD, on était largement au-delà des 30% si on était sur le montant de 170 000. C'est en ça que ça a été vraiment un challenge, hein. On l'a dit au départ avec Linda, 300 000 € pour conceptualiser. Je peux vous dire qu'un conseil municipal, aujourd'hui, il faut le vendre. Et Christelle a bien insisté là-dessus, c'est une nouvelle vision de la médiathèque. Alors, les notions de 3e lieu, 4e lieu, 5e type, je ne sais pas, c'est un peu les grandes évolutions, mais ça, on était déjà dedans, à Châtelaillon, dans pas mal de domaines, comme d'ailleurs le tourisme inclusif, hein, qui est quelque chose qu'on pratique depuis maintenant plus de 10 ans, avec nos populations. Donc, le véritable enjeu, c'était de faire comprendre que le voyage était un habillage qui donnait à cette médiathèque une nouvelle écriture. Le voyage, c'est le livre aussi, parce qu'on en parlait souvent avec Christelle, c'est de dire que s'évader, c'est prendre un bouquin, une BD. Alors, on a un espace enfant qui fonctionne très bien, on a une politique de programmation vis-à-vis de la petite enfance avec le service petite enfance, puisque là aussi, la médiathèque est connectée en permanence, que ce soit avec l'Office du tourisme sur des programmations estivales, que ce soit avec le service petite enfance sur les programmations enfants, et aussi avec Beau Séjour, puisqu'on a un autre lieu de diffusion, dans lequel, quand certaines fois la jauge dépasse celle de la médiathèque sur des conférences, on les fait là-bas. Voilà. Donc on est sur un lieu majeur de la politique culturelle châtelaillonnaise. Et c'est vrai que le upcycling, c'est-à-dire cette aventure que l'on a menée avec la matière, qui est, vous le verrez, une entreprise plutôt très innovante, qui au départ, aujourd'hui, dépasse largement les frontières de l'agglomération de La Rochelle, qui s'est inscrit dans un concept qui s'appelle Territoire zéro carbone, et dans lequel nous, aujourd'hui, on essaye de mettre en musique cette volonté municipale. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Il y a quelques questions. Donc, comme en général, il y a plein de gens qui doivent partir vraiment à 11h30 et qu'il est 11h20. Merci, vous avez tenu le temps, donc c'est parfait. On vous demande quelle est la surface de votre médiathèque? Alors, on est à un peu plus de 500 mètres carrés. Voilà. Et quelle est la différence de fréquentation entre avant et après cette rénovation? Alors, Est-ce qu'il y a eu un nouveau type de public? Il y a deux questions un peu différentes, mais qui se regroupent. Donc, pardon. Du coup, oui, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un impact sur la fréquentation en termes de oui, il y a eu un impact en termes de type de public. 2019, il y a eu un impact très important, mais malheureusement, il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc, on a perdu un peu de notre dynamique, hein, comme tout le monde, mais c'était quand même pas catastrophique. Mais oui, on a senti bien sûr. Alors, en termes de public, eh ben, je dirais que ça ramène de la jeunesse. Voilà. On a une population majoritairement de retraités et c'est vrai qu'on a réussi, bien sûr, en utilisant aussi le biais des réseaux sociaux. Ça nous a permis de nous développer sur plein de choses, hein, cette identité forte. Donc, on a gagné effectivement un public un peu plus jeune. Alors, Jordan demande, j'ai cru comprendre que la ville est petite, entre guillemets. Est-ce que vous êtes en réseau? Est-ce que vous desservez une communauté d'agglomération? Alors, nous faisons partie de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Il y a 7000 habitants à Châtelaillon. Nous ne partageons que le réseau informatique. C'est ce que j'expliquais dans la présentation. Il n'y a pas de compétences culturelles au niveau de l'agglomération de La Rochelle. Okay. Roxane demande s'il n'y a pas trop de bruit avec le bar à l'entrée. Eh ben non, et puis on a prévu des portes, hein, si c'était le cas. C'est pas vraiment un bar, c'est un café. Hein. Il n'y a pas d'alcool. Hein. C'est juste un café littéraire, quoi, en gros. Alors, il faut savoir que le bruit, aujourd'hui, ça fait partie aussi de notre vie, parce qu'on a souhaité d'être une médiathèque vivante, voilà, tout simplement, et que on a envie que les gens se parlent, échangent, participent aux animations, voilà. Donc, est-ce qu'ils ont le droit de rentrer avec des boissons dans la médiathèque? Demande toujours Jordan, qui travaille en BU. Ils ont le droit de rentrer avec leur bouteille d'eau s'ils veulent, bien sûr, on ne peut pas leur interdire. Mais après, le café étant présent avec des prix qui sont quand même relativement compétitifs, voilà, ils savent qu'on est là. Et moi, j'ai une question plus orientée justement sur tout ce upcycling et recycling, etc. que vous avez fait. Est-ce que les usagers vous posent des questions justement sur le mobilier en fait, parce que c'est vrai que quand on voit les photos, moi je trouve que ça attire l'œil, quoi. C'est différent de ce qu'on peut voir en médiathèque. Donc, voilà.
Alors oui, parce que c'est différent, effectivement, on a beaucoup de questions et voilà, on explique ce que l'on a souhaité faire. On a régulièrement aussi des visites de collègues qui viennent voir un petit peu ce qui s'est passé dans la médiathèque. Donc maintenant, on a pris un peu l'habitude de faire la petite visite commentée de la structure et ça fait plaisir. Ouais. Alors, 2 autres questions. Valentine demande s'il est possible que vous que vous partagiez votre cahier des charges. Ah, alors, Ça, c'est votre lien à toi. parce que c'est une très bonne question. Parce que contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on fait un cahier des charges, on fait un CCTP, voilà. Là, ça n'a pas été ça. C'est-à-dire que quand on fait de la réutilisation ou du upcycling, on va prendre par exemple les banques d'accueil. Les banques d'accueil, c'est les banques d'accueil qui existaient à l'époque. Et la matière les a rhabillées. Alors, autant vous dire que le cahier des charges, accrochez-vous pour l'écrire. Non, l'idée, ça a été avec les services techniques d'arriver à chiffrer avec eux la totalité de ce projet, en intégrant bien évidemment des choses que l'on savait. Je pense par exemple au sol, je pense à la distribution du courant faible électrique, je pense aux toilettes, il y a pas mal de choses que l'on a revues. Et puis, d'amener la matière à comprendre qu'il fallait aussi qu'ils savent écrire des cahiers des charges, c'est-à-dire que lorsqu'ils nous donnaient du bois, il fallait la provenance, la typologie du bois, sa résistance au feu. Voilà. Donc, on a retravaillé ça avec eux, de telle manière à non pas travailler un cahier des charges en amont, puisque celui-ci, c'était le projet, et je vous ai dit à quel point il a été difficile à vendre. En revanche, il a fallu qu'on retravaille un CCTP, mais un peu à l'envers, c'est-à-dire sur les parties que les services techniques ont l'habitude de travailler, et avec une association qui, pour elle, alors d'ailleurs, quand je parle de Carpe et de Lapin, c'était magnifique, parce qu'au final, c'est de montrer qu'une collectivité, si elle ne s'ouvre pas l'esprit, elle ne fait pas ce projet-là. Il ne peut pas exister. Et à la fois, d'une association, de comprendre que ce n'est pas parce qu'elle fait du upcycling elle s'écarte un petit peu du schéma traditionnel de la distribution qu'elle ne doit pas répondre à des champs réglementaires. Voilà. Et donc, on est arrivé à ça, donc preuve en est qu'avec un peu de volonté et de bienveillance, on arrive à faire de belles choses. Mais bravo, ça n'avait pas l'air simple au départ, donc bravo. Alors, il y a 2 dernières questions, et avant qu'il soit 11h30, j'aimerais bien, moi, poser ma question sur les sondages. Déjà, Jordan vous dit que c'était super intéressant, donc je partage. Pedro demande si les tables de l'espace dans lequel vous vous trouvez actuellement, donc si j'ai bien compris, c'est celles du 3e étage, sont également réemployées, réutilisées ou issues du recyclage. Pas celle-là. Il fallait le côté pratique des choses. On est 3 femmes à la médiathèque. Moi, je commence à prendre un petit peu d'âge. Donc, il faut que ce soit assez pratique. Et là, on est parti sur du neuf. Et Roxane demande si l'accès à Wild Immersion, elle demande comment ça se passe, est-ce que c'est payant? Donc ça, voilà, si vous pouvez essayer de répondre en 1 minute, ce serait formidable. Alors, nous avons acheté des casques de réalité virtuelle, et ensuite, Wild Immersion, c'est effectivement une plateforme où on paye un abonnement. Voilà. Oui, mais pour les utilisateurs, c'est gratuit. Ah oui, pour les utilisateurs, c'est gratuit, si c'est la question. Pour la médiathèque. Moi, j'avais compris que la question était est-ce que c'est payant pour nous, mais je ne sais pas. Ok. Je vais poser moi mes questions sondages. Normalement, c'est des vrais sondages. Ah, mais Fanny, elle est là. Tu peux pas partager les sondages du coup, non? Mais bon, sinon, la ville de Rennes a une expérience avec une ressourcerie. Voilà. Donc, c'est possible même dans les plus grandes collectivités. Donc, normalement, des vrais sondages, vous pouvez cliquer pour répondre. Juste rapidement dans le chat. Donc, le prochain webinaire, c'est le 30 autour de la formation. Donc, si jamais vous avez des attentes particulières par rapport à ce sujet, est-ce que vous pouvez nous les mettre dans le chat? On les regardera plus tard. Et pour les webinaires de 2024, est-ce que vous avez des thématiques qui vous intéresseraient, en fait? Voilà, ça, c'est mes questions de sondage que je suis obligée de partager à l'oral. Voilà. Non, donc, mais déjà, tu es là. Merci, Fanny. Et merci à tout le monde, à tous les intervenants. C'était très, très intéressant. Merci encore. Donc, voilà, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des attentes pour la formation, pour le webinaire sur la formation du 30 novembre ou des thématiques qui vous intéresseraient pour les webinaires.
Et merci encore à tout le monde. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Une adresse mail où vous contactez. Normalement, je pense que dans les comment on appelle ça, dans les PowerPoint qu'on va vous partager, on mettra avec l'autorisation, bien sûr, des intervenantes leur adresse mail. Sinon, je vous mets déjà la mienne et celle de Fanny, là, qui vient de la mettre. Voilà. Et n'hésitez pas à nous contacter, Fanny, moi ou Julie, qui sont les co-organisatrices des webinaires. On transmettra, s'il faut, vos questions aux intervenants et intervenants. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors, j'arrête l'enregistrement